Bon, bonjour à tous, merci à ceux qui ont accepté d'interrompre la pause café pour venir m'écouter, surtout que j'étais pas dans le programme puisque si vous attendiez à voir Monsieur Régis Atala, il n'est pas là, il m'a demandé de le remplacer au pied levé sur un sujet que je connais très bien, donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à l'organisation du Forum international des DSI de nous avoir invités à vous apporter un retour d'expérience sur la transformation digitale des grands comptes et des directions systèmes d'information. Peut-être un mot pour me présenter. Je m'appelle Thomas de la Charrière, je suis consultant on va dire, en digitalisation d'entreprise, c'est pas très joli comme terme, mais depuis maintenant 8 ans, principalement sur le marché français, j'habite à Paris, avec un ensemble de clients et de missions à travers l'Europe, en Afrique du Nord, avec mes collègues ici. Je suis assez heureux d'être aujourd'hui dans un forum de DSI, parce que j'ai démarré ma carrière dans une DSI, et d'ailleurs j'ai été jusqu'au poste de CIO d'une entreprise française industrielle du sud de la France qui s'appelle Soditech. J'ai donc eu, comme vous, DSI, la chance de connaître les affres de l'angoisse de l'interruption de service télécom à la sortie du data center le vendredi soir, ou la difficulté d'aller convaincre le président du groupe dans lequel je travaillais des enjeux du numérique et du digital pour son métier, alors que lui ne venait me voir dans mon bureau que quand il avait un problème sur son BlackBerry. Voilà, je pense que vous avez tous déjà vécu ça une fois, donc si vous vous reconnaissez, sachez que je suis DSI moi aussi, et j'ai vécu ça, et je le vis encore avec mes clients. On m'a demandé d'aller vite. Et l'écran bleu, je crois que c'est terminé depuis Windows 8, mais je vois qu'il en reste. J'arrive. Voilà, c'est quand je ne passerai pas assez vite les slides, ça veut dire que j'ai trop parlé. Alors, la transformation digitale, levier de compétitivité et d'innovation. Je vais essayer de vous brosser en 20 minutes les éléments de vision dont je dispose sur le sujet et de répondre à cette question qui, pour moi, peut se résumer en est-ce que la transformation digitale est un mirage ou un centre de coût, ou est-ce que la transformation digitale permet, nous, DSI, de faire gagner de l'argent à nos entreprises, que ce soit par de la performance opérationnelle, améliorer la productivité de vos métiers, ou par la création de valeur via l'innovation sur les produits et services. Un petit mot sur la transformation digitale, je vais aller très vite, vous en avez déjà parlé longuement hier. Je voudrais juste vous faire toucher du doigt quelque chose. L'intervenant précédent ce matin a parlé des objectifs des entreprises, de se mettre dans une capacité de transformation permanente. Pourquoi transformation permanente? Parce que aujourd'hui, le digital, c'est avant tout un flux continu, accéléré et de plus en plus rapide d'innovations qui viennent percuter la manière dont on travaille, qui viennent percuter nos sociétés, qui viennent percuter nos marchés. Un chiffre, pas facile de montrer ça en chiffres, je vais utiliser celui-ci. Le nombre de brevets déposés dans le secteur des technologies a plus que doublé, quasiment triplé il y a quelques verments, quasiment triplé depuis 2000, du fait de cette vague et de ce flux rapide, continu et sans précédent d'innovation. Alors on pourrait me dire, c'est bien, mais on a des idées, on pose des brevets, on innove, mais sauf que le temps que ces innovations arrivent jusqu'à nous, on sera déjà tous à la retraite et ça ne va pas changer notre métier. Erreur, à mon sens, parce qu'en parallèle, la globalisation, principalement tirée d'ailleurs par le cloud, Internet, les moyens de communication modernes, par le fait que nos usines sont de plus en plus automatisées, agiles, rapides, avec des capacités de production très fortes, le temps d'arrivée de ces innovations sur nos marchés, dans nos métiers, dans notre vie quotidienne, en même temps, lui, ne fait que se resserrer. Quelques chiffres pour illustrer ça. L'invention du téléphone, il avait fallu 75 ans pour arriver à toucher 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Lorsque le web est arrivé, on avait déjà divisé ces temps-là par 10.
Il a fallu 7 ans pour avoir 75 millions d'utilisateurs dans le monde. WhatsApp a mis 3 ans pour avoir 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Pour l'anecdote, ils ont dépassé le milliard et demi, je crois. Instagram et Candy Crush font de l'ordre de 1 an à 2 ans pour arriver à avoir une diffusion mondiale planétaire à cette échelle-là. Donc on voit que d'un côté, le flux d'innovation ne fait qu'augmenter, on en a de plus en plus qui arrivent, et de l'autre, la rapidité de time to market de ces innovations, la rapidité avec laquelle elles s'imposent dans nos vies quotidiennes, dans nos entreprises, sur nos marchés, elle aussi ne fait qu'accélérer, ne fait que se raccourcir, pardon. Alors, en synthèse de cette très brève intro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révolution digitale de nos entreprises, c'est en fait simplement suivre les opportunités et les challenges qui nous sont amenés par ces innovations. Et ces opportunités et ces challenges, c'est avant tout des révolutions sociales dans la manière dont on travaille. Premier élément, la robotisation. Vous savez tous aujourd'hui que Amazon envisage de finir l'automatisation de tous ses centres de tri, que Tesla va ouvrir en 2018 sa Gigafactory, usine entièrement robotisée, capable d'être programmée à partir d'un ordinateur. La robotisation de nos sociétés, énorme enjeu. Pour vous donner une idée, il y a l'Institut d'Oxford, l'Université d'Oxford qui a publié il y a un mois une étude sur l'impact de la robotisation sur les emplois US aux États-Unis. Et d'après eux, la robotisation menace à horizon 20 ans, donc d'ici à 2035, 47% des emplois américains. On n'est pas sur un chiffre de 5 à 10%, on n'est pas sur un horizon de temps du siècle prochain, on est sur un horizon de temps court, 20 ans, et on est sur un chiffre majeur, 47%. Il va falloir adapter nos sociétés, nos entreprises à cette problématique. Je ne vais pas faire le tour de toutes, peut-être un autre exemple, on a parlé d'Airbnb, on a parlé d'Uber ce matin, Blablacar. Blablacar n'existait pas il y a 5 ans, Blablacar, économie du partage, je vous loue ma voiture sur du covoiturage. Aujourd'hui, ils ont passé les 20 millions d'utilisateurs dans le monde entier et ils ont un objectif d'atteindre les 100 millions à très très court terme. À chaque fois, on prend un levier technologique qui est, dans le cas de Blablacar, la mobilité, le GPS et les smartphones, et on innove sur son business model et on est en capacité de toucher très largement et très rapidement le marché. Voilà. Alors, très bien, j'ai posé un petit peu le décor de la transformation digitale, maintenant je voudrais qu'on parle de la valeur que ça crée. Est-ce que ça crée de la valeur ou pas? Et en particulier pour nos entreprises. Avant de passer à nos grandes entreprises, ou à moins qu'il y ait beaucoup de DSI de start-up dans la salle, mais aux entreprises traditionnelles, je voudrais quand même faire un petit tour du côté des start-up. Est-ce que le digital crée de la valeur? Ça, c'est une petite photo du club. On pourrait parler de l'enclos des licornes. Vous savez tous ce qu'est une licorne, vous en avez parlé hier, je pense, une start-up valorisée au-delà d'1 milliard de dollars. Janvier 2015, il y avait 190 startups qui avaient dépassé le milliard, pour un total de 600 milliards de dollars de valuation et d'ores et déjà, plus de 100 milliards de dollars de revenus. Ce qui est d'ailleurs la grande différence avec le club des licornes des années 2000 qui avait abouti à l'explosion de la bulle Internet, c'est qu'on avait des chiffres à peu près comparables en termes de nombre de compagnies et valuation. Par contre, on avait des chiffres 10 fois moindres en termes de revenus générés. La plupart de ces sociétés vivaient à crédit à l'époque. Donc on a cet écosystème de start-up. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, d'abord c'est leur nombre, c'est le volume d'affaires que ça représente déjà et le potentiel qu'en attendent les investisseurs qui est incarné dans leur valorisation. Ensuite, c'est de voir quels sont les secteurs d'activité. Si vous regardez un petit peu les logos, vous voyez que tous les secteurs d'activité sont représentés. Vous avez bien sûr des acteurs du web ou de la communication, Twitter, LinkedIn. Vous avez des acteurs du transport, de la livraison, Uber. Vous allez avoir des acteurs de l'hébergement, à la Airbnb. Vous allez retrouver des acteurs de la finance. Vous avez Lending Club qui fait en ce moment le buzz dans le monde des startups, qui permet de faire du prêt d'argent entre particuliers sans passer par un intermédiaire bancaire. Vous allez trouver des acteurs du jeu en ligne. Voilà, tous les secteurs d'activité sont secoués et manifestement de la valeur est créée.
Alors, est-ce que sa valeur, on sait la capter quand on est une entreprise plus traditionnelle, installée, et comment capter cette valeur? Donc, je vais vous donner derrière ça 4 exemples que j'ai choisis, soit parce que c'est des références sur des projets que j'ai construits de manière directe, soit parce que ça a été de notoriété publique affiché dans la presse et je peux les partager. J'ai choisi principalement des sociétés françaises, d'abord parce que c'est mon marché et que je le connais mieux que votre marché, hein. Je passe quand même 80% de mon temps sur le marché français, et ensuite parce que comme ça, si jamais je dis une bêtise, ce sera moins grave que si je dis une bêtise sur une société tunisienne, vous auriez pu me corriger tout de suite. Alors, des business installés. Et je voudrais commencer par La Poste. Pourquoi La Poste? La Poste, c'est, à mon sens, l'une des plus belles transformations digitales françaises de 2014-2015. Et le paradoxe étant que, si on m'avait demandé il y a 10 ans quelle est la société française qui va prendre le mieux à bras-le-corps ce sujet, j'aurais jamais pensé à une société comme La Poste, qui est l'un des plus gros employeurs de France, qui est une société qui a une culture de service public très forte et qui est une ancienne émanation publique. Et pourtant, La Poste a pris à bras-le-corps le sujet de la transformation digitale. Pourquoi? Principalement parce que l'email est arrivé et qu'avec l'email et la numérisation des documents, le volume de courrier s'est mis à baisser, 6% par an depuis plus de 10 ans, vous imaginez, hein, je vous laisse additionner les 6% et demandez-vous l'impact que ça aura sur votre entreprise si ça arrivait sur votre chiffre d'affaires. La Poste est vue menacée de mort directe. Et l'un des plus beaux projets qu'ils ont mis en œuvre pour répondre à ça, c'est le programme Factéo, dont vous trouverez d'ailleurs beaucoup de rapports dans la presse, qui a été largement étudié, documenté par mes confrères. C'est un bel exemple. Et le programme Factéo, c'est le déploiement de 90 000 smartphones, un par facteur, pour repenser et réinventer le métier du facteur. C'est le plus gros déploiement de téléphones mobiles d'Europe. Il est en cours, on travaille avec eux sur ce sujet, et il y aura 90 000 facteurs équipés d'ici à la fin de l'année. Donc on a presque terminé le déploiement des smartphones. Et quels sont les deux, je dirais, éléments clés de ce projet? D'abord, on va chercher de la valeur par la performance opérationnelle du facteur. Je reviens au thème de la conférence. Grâce à ces smartphones, on est capable d'améliorer les tournées, d'optimiser la consommation des véhicules, en améliorant les tournées, en évitant les bouchons, de remplacer quand un facteur est malade, quelqu'un peut le remplacer parce qu'il a sa tournée sur son smartphone. Donc on va travailler sur la performance opérationnelle, on va générer des savings. Enfin, vous me direz, il faudra en générer des savings pour maintenir l'emploi des facteurs avec une telle baisse de chiffre d'affaires. Et c'est le deuxième pan de Factéo qui est de dire on va utiliser ce terminal mobile pour offrir aux facteurs la possibilité de vendre de nouveaux services. On va innover avec eux et aller créer de la valeur. Quelques exemples, aujourd'hui, les facteurs ont testé, je pense, 30 à 40 business models différents sur leur smartphone. Exemple de business model, vous êtes chez vous, vous avez un dégât des eaux, l'assureur a un partenariat avec La Poste, le facteur qui de toute façon vient chez vous tous les matins va pouvoir faire le constat via une appli sur son smartphone, prendre des photos du dégât et remonter de manière authentifiée ces éléments à votre assureur. Et votre assureur aura évité d'avoir à se déplacer. Deuxième exemple, ils testent des applications de in-car delivery qui permettent d'aller livrer non pas à votre domicile, mais là où vous vous trouvez à un instant T grâce à la géolocalisation qui est sur votre téléphone. Évidemment, ça va demander un petit euro supplémentaire, mais voilà. Et petit à petit, comme ça, avec ces nouveaux business models, c'est pas la productivité du métier du facteur qui est challengée, c'est vraiment la réinvention de son métier ou comment aller faire plus et avec un partant d'un métier existant. Alors, rapidement, sur d'autres exemples de transformation, la FNAC est passée au bord du dépôt de bilan il y a quelques années, principalement à cause du e-commerce. Amazon, Pixmania, Cdiscount ont failli avoir sa peau. Et pourtant, en 2015, pour la première fois, son chiffre d'affaires est parti à la croissance. Transformation digitale hyper ambitieuse, hyper réactive. Dans leur cas, ils ont vraiment subi le marché et il a fallu qu'ils soient au bord du gouffre pour réagir. Mais par contre, ils ont pris les choses à bras-le-corps. Ils ont repensé complètement
leur relation client autour de l'expérience utilisateur et du multicanal. Ils ont refondu leur site web, ils ont inventé et mis en place du web to store, du store to web, et réussi comme ça à réamorcer une qualité de relation client et à réinventer leur business model. Et ils sont en train de sortir de la zone de danger. D'ailleurs, en ce moment, on parle d'un rapprochement entre la Fnac et Darty sur notre marché pour encore consolider leur position dans le digital. Les hôtels Accor, je vais aller vite, on a largement parlé, donc Accor qui aujourd'hui a 3700 hôtels en catalogue, là où Booking.com, qui ne possède pas 1 mètre carré en propre, a 600 000 hôtels en catalogue, et Accor qui s'est lancé dans une compétition avec ces gens directs sur le web en créant maintenant depuis quelques mois une place de marché en ligne pour fournir de l'offre d'hôtels dont ils ne sont pas les propriétaires et fonciers, ce qui est pour eux une grande nouveauté, et en essayant de se différencier sur la qualité de service. Accor a l'avantage par rapport au Booking et aux petits acteurs d'avoir un réseau, d'avoir un savoir-faire que ces gens-là n'ont pas, donc dans l'accompagnement des hôteliers, dans la proximité, et leur objectif c'est quasiment de tripler l'offre d'hôtels en 3 ans, donc vous voyez que à leur échelle c'est un mouvement stratégique très très ambitieux. Dans la finance, Visa, alors voilà un bon exemple de désintermédiation. Donc, le métier de Visa, c'est un métier d'intermédiaire. Je fais l'intermédiaire entre le particulier, l'individu qui va payer ou qui va aller au distributeur pour retirer de l'argent, et la banque, je sécurise la transaction. Visa, gros risque de désintermédiation. Aujourd'hui, si vous n'avez plus besoin d'aller au distributeur pour retirer de l'argent, et vous n'avez plus besoin de carte bleue pour payer le commerçant parce que vous utilisez la fonction Apple Pay ou parce que vous envoyez des virements via des portails internet. Je vous ai mis quelques exemples de startups fintech qui travaillent sur le transfert d'argent direct entre particuliers. Visa, aujourd'hui, se dit, si je ne bouge pas aujourd'hui, dans quelques années, ces gens-là vont commencer à gratter mes parts de marché et vont me menacer. Et Visa ils ont lancé un programme autour de Lab, avec leur Visa Europe Collab, qui permet d'intégrer des gens de l'extérieur dans l'innovation. Je reviendrai sur le fait de travailler en ouverture quand on veut innover, c'est un sujet important. Et pour conclure, une société plus industrielle, la SOR, avec qui je travaille personnellement depuis plus de 3 ans maintenant. Le groupe SOR, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est moins connu que les logos d'avant. C'est une société française dont le principal métier est de capter, traiter et distribuer l'eau en France à des particuliers. Pour le compte de collectivités, il y a près de 7 millions de personnes qui boivent l'eau de la SOR en France. Ça fait autour de 200 000 km de réseau d'eau à gérer sur un territoire qui est plutôt rural, donc avec une très très grande fragmentation géographique. La SOR va arriver sur son marché, et d'ailleurs tous les gens du monde des utilities, que ce soit dans l'énergie, dans l'eau, vous font un peu le même constat, des acteurs issus du monde de l'IT qui se disent, avec le software d'aujourd'hui, avec les capteurs, les smart meters, les compteurs, les vannes intelligentes, avec les objets connectés, on va, d'ici quelques années, numériser complètement ce métier. Et on va pouvoir le faire porter dans une plateforme informatique de bout en bout. Et les sociétés de ce monde-là sont des sociétés qui ont plutôt un âge avancé. La SOR, c'est une société qui a près de 80 ans aujourd'hui, qui ont toujours fait le même métier depuis 80 ans, et d'un seul coup, ils voient comme ça les éditeurs de software. J'aurais pu mettre le logo d'IBM, qui se positionne très largement sur la Smart City et les Smart Grid. J'ai mis plutôt des logos de start-up, Takadu ou WaterSmart, qui sont Takadu, un Israélien, WaterSmart, un Américain, qui ont tous les deux la même ambition: disrupter la manière dont on collecte, distribue, traite l'eau et la dessert auprès des particuliers. La SOR a lancé, il y a 3 ans, un grand programme de transfo digital avec 2 pans. Enfin, 3, non. Un premier élément qui est le socle technologique. Comment arriver à penser mon business comme une plateforme. Et c'est un peu le son learn de cette expérience-là. Pour arriver à faire évoluer son business, se doter des capacités d'innovation permises par le digital, il faut penser son business comme une plateforme et avoir un socle informatique parfaitement intégré, avec des API ouvertes qui permettent
d'aller chercher la donnée quand on en a besoin, d'injecter de la donnée quand on en a besoin. Et sur cette plateforme, qui aujourd'hui est en train de passer en production, hein, donc vous avez un socle de données avec tous les assets, etc., il développe tout un ensemble de services complémentaires, et l'un des premiers services d'ailleurs est l'équivalent de Factéo, hein, puisqu'ils sont en train de déployer des terminaux Samsung pour tous leurs agents sur le terrain, avec là aussi une possibilité de visualiser le réseau d'eau en temps réel partout où vous êtes, de prendre des photos quand vous faites des interventions, d'interagir avec de la reconnaissance vocale quand vous avez les deux mains en train de démonter une vanne, que sais-je, pour aller chercher de la productivité. Deuxième étape, et c'est celle qui sont en train de démarrer aujourd'hui, maintenant que leur socle technologique est à peu près porté, maintenant que les gains de productivité commencent à arriver. Quels sont les nouveaux produits et services qu'on va pouvoir créer grâce à cette plateforme? Et là, il y a beaucoup de réflexions en ce moment autour de quels services B2C on peut produire quand on a la donnée, quelle valeur on peut tirer de la donnée. On va analyser la donnée, on va pouvoir prédire la consommation, on va pouvoir reporter la consommation en travaillant avec les gens qui consomment l'eau, on va pouvoir lancer des challenges auprès des collectivités, des particuliers pour réduire leur consommation d'eau, ce genre de choses, qui permet derrière, un peu comme la Poste, de rajouter de nouvelles cordes à leurs arcs et d'aller chercher de la croissance sur des marchés qui par nature ne génèrent pas de croissance, hein. On ne va pas consommer plus d'eau l'année prochaine qu'on en a consommé cette année. Voilà quelques exemples issus de mon expérience et du marché de transformation digitale. Il reste une dizaine de minutes et je voudrais les prendre pour essayer d'illustrer la manière et le point commun dans la manière dont cette société aborde le sujet. Comment faire? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la transformation digitale, ou la transformation permanente, comme je l'ai entendu dire ce matin, c'est aussi être capable d'intégrer de l'innovation à tous les niveaux de mon entreprise. Innover dans la manière dont je gère mes infrastructures, innover dans la manière dont je pense mon métier, amener de nouveaux produits sur le marché. Or, et ça c'est un constat très personnel que je partage avec vous, mon constat, c'est que nos grosses sociétés traditionnelles ne sont pas outillées pour innover. C'est pas pour rien que les startups arrivent et sont beaucoup plus successful dès qu'il s'agit d'innovation. Les startups, c'est des petites équipes très créatives qui travaillent en réseau, sans système hiérarchique trop lourd, avec sans silos organisationnels, et ils sont capables de générer des idées, d'inventer des solutions nouvelles à des problèmes nouveaux. Nos organisations, qu'on a construites sur la base des modèles de management du début du capitalisme, on taylorise nos chaînes de production pour aller chercher de la productivité. Elles sont très douées pour faire quoi? Pour faire de la croissance et pour faire de la rationalisation en termes de coûts, aller chercher de la productivité. Elles ne sont pas douées pour faire de l'idéation, pour créer des idées et pour ramener de nouveaux produits au marché. Et ça, c'est le challenge de tous les DG qui vont vouloir prendre le virage digital. Et je peux vous dire que sur la place de Paris aujourd'hui, c'est le challenge de la moitié des DG du CAC 40. Et je vous rassure, ils le déclinent très rapidement sur leur DSI. Quand ils n'arrivent pas à le décliner sur leur DSI, ils embauchent un Chief Digital Officer. Si je me remets dans la perspective du rôle du CIO dans cette transformation digitale, pour arriver, et à mon avis, le CIO, et c'est d'ailleurs mon parcours personnel, a une carte et une opportunité incroyable sur ce sujet, puisque c'est un sujet dont le socle est avant tout technologique. Pour autant, le CIO et la DSI elle-même est à l'image de ces entreprises hyper taylorisées, organisées en silos, bien étanches, hyper productifs chacun sur leur petit bout de MOA, AMOA, relations business, MOE, recettes, testing, et chacun très très productif sur son segment. Mais dès qu'il s'agit d'aller chercher de la transversalité, d'avancer des solutions nouvelles entre les silos, la DSI est à l'image de l'entreprise, elle a du mal à le faire. Et mon conseil, aujourd'hui, si vous voulez faire de votre DSI un acteur de l'innovation et du digital au sein de vos entreprises, c'est bien de faire de votre organisation le rôle modèle, l'exemple de cette créativité au service du business. Pour ça, voilà quelques idées, et chacun en fonction de là où il vient se reconnaîtra dans l'une ou dans l'autre, mais comment faire passer ma DSI d'un rôle de réduction de coûts, qui a été le grand challenge de ces 20 dernières années,
a un rôle de partenariat et de co-constructeur avec les métiers de solutions innovantes. Comment passer d'un rôle de gestionnaire en charge de piloter à un rôle de diffuseur de technologies au sein de l'organisation. Comment sortir d'une dynamique d'experts technologiques à tous les niveaux en simplifiant votre enjeu technologique pour éviter d'avoir à maintenir des populations d'experts sur toutes les technologies qui sont présentes chez vous et plutôt passer dans ce rôle d'agrégateur, d'assembleur de briques technologiques unitaires pour le livrer à vos métiers. Et vous avez beaucoup parlé de cloud, j'ai vu que dans l'arrière-salle, les 3/4 des partenaires technologiques qui sont là pour du cloud. Le cloud, le SaaS, l'infrastructure as a service sont les leviers d'accélération très puissants sur ce sujet-là, pour externaliser la complexité là où c'est pas nécessaire, ne garder que la complexité indispensable dans votre organisation. Et puis, dernier point, crucial, j'étais il y a assez peu de temps avec le nouveau patron du digital d'Airbus, Frédéric Sutter, en train de parler exactement de ce sujet-là. On a pensé nos systèmes d'information comme des forteresses étanches au monde extérieur, avec des firewalls blindés à chaque entrée. Et on essaye de contrôler chaque bit d'information qui rentre ou qui sort de cette forteresse pour pouvoir innover, pour pouvoir aller faire de la facilitation, pour pouvoir être un intégrateur efficace. Il faut penser son SI non plus comme une forteresse blindée, mais comme un élément hyper ouvert sur le monde. Et d'ailleurs, je suis persuadé qu'aujourd'hui, vous avez du mal à connecter toutes les demandes de connexion avec les partenaires qui viennent de l'extérieur, avec les solutions SaaS que vous allez sourcer en externe, avec les clouds privés ou publics que vous allez acquérir. Donc pensez son SI non plus comme une forteresse, mais comme un élément d'un réseau beaucoup plus large et arriver à sécuriser le réseau plutôt que la forteresse. Et c'est facile à dire en 3 mots, je vous conseille que c'est un vrai challenge pour tous CIO. Et une fois que votre DSI et que votre socle technologique et votre socle humain de culture est prêt à l'accueillir, allez travailler avec les métiers, ça c'est typiquement une démarche d'innovation business tirée par la DSI pour aller co-construire avec eux les nouveaux produits et les nouveaux services de demain, avec vos métiers, en impliquant vos clients dans des logiques beaucoup plus transversales, beaucoup plus collectives, au-delà des silos organisationnels de votre organisation. C'est le seul moyen de faire émerger de l'innovation. Je vais très vite parce que c'est bientôt la fin. Autre constat, comment on finance ces natures de projets. Vous avez très classiquement, voilà ce qui se passe. On va lancer un projet de transformation digitale et on va construire une feuille de route à 3-4 ans en essayant dans un premier temps d'aller préparer le socle technologique, c'est l'exemple de SOR que je vous donnais tout à l'heure, on modernise les fondations et au passage on va chercher de la productivité, on va chercher du cash. Donc on fait de l'investissement et on va avoir des agents de terrain plus efficaces, on va avoir un système d'information qui coûte moins cher parce qu'on l'a poussé en partie dans le cloud, on va avoir refondu une partie de nos contrats et on va aller chercher ce cash. Il ne faut pas perdre de vue que vous avez 2 objectifs dans cette étape-là, hein. C'est obtenir du retour sur investissement et en même temps préparer un socle technologique ouvert sur le monde, en ayant externalisé toute la complexité que vous pouviez externaliser pour pouvoir accueillir vos projets digitaux et d'innovation. Et ça, ce cash généré et ce socle technologique vont permettre de construire et de financer la vraie valeur ajoutée pour votre entreprise du digital, qui est la modernisation de votre business via la technologie, et pas de la périphérie de votre business. C'est pas on fait faire 2 fois plus vite nos transactions sur le portail, on va faire différemment et on va identifier des leviers de croissance. Et c'est là que vous allez générer un maximum de valeur. On parlait de performance et d'efficacité et d'innovation tirée par le digital, c'est là que ça se passe. Voilà, je vais un peu vite sur ces slides, je suis désolé, j'ai très peu de temps, c'est mon dernier slide. Et je voudrais... C'est pas un slide économique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je ne vais pas parler du cours du Nasdaq et de savoir si c'est une bulle qui va bientôt s'effondrer ou pas une bulle. Je voudrais juste vous partager le constat que je fais, moi, aujourd'hui, et le sentiment d'opportunité que j'ai personnellement du fait d'être un homme de technologie au moment où la technologie est en train de révolutionner le business.
voyez, en début de ce slide, vous avez les années 95 à 2000. C'était les années où moi j'étais étudiant. J'étais à l'école, en école d'ingénieur à Paris, et c'était la folie. L'informatique était reine. On se faisait débaucher à tour de bras dès notre sortie d'école. On avait des offres d'emploi alors qu'on était encore étudiant. C'était l'époque de la bulle Internet. On est arrivé en haut de la bulle en 2000. Je suis sorti de l'école à peu près à ce moment-là. Donc vous voyez, je suis arrivé vraiment, boum, tout en bas, juste après, dans une période où, en haut de la bulle, vous voyez les acteurs, Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, Sun, Dell. Et puis, je suis arrivé sur le marché du travail et j'ai fait du SI pendant les 15 ans qu'on suivit, et je suis là aujourd'hui. Et les acteurs étaient toujours les mêmes. Microsoft, quand je suis arrivé sur le marché, ils avaient à peu près 70% des parts de marché de la messagerie de la collaboration d'entreprise. Bon, il y a 3 ans, il a été passé de 70 à 90. Oracle était déjà en train de commencer à se partager le marché avec SAP sur le RP. Bon, il y a 3 ans, il avait fini de se partager le marché, mais c'était toujours les mêmes. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant toute cette période-là, tous les projets SI, enfin, la majorité des projets SI qu'on a été amenés à mener dans nos entreprises et à vivre, ça a été des projets de rationalisation, réduction de coûts. On prend 2 data centers, on fait un data center. On prend 3-4 systèmes de gestion, on fait un gros ERP, on met un process unique. On rationalise, on réduit les coûts. Et pour la première fois, depuis 2011 et depuis l'arrivée du digital, et de ces nouveaux terreaux d'innovation, cette situation, ce statu quo est en train de bouger complètement. Les acteurs sont plus les mêmes. Les 2 premiers n'étaient pas dans le tableau à l'époque. Apple et Google sont arrivés, Facebook, Amazon sont arrivés. L'ordre est en train d'être bousculé. Google attaque Microsoft sur le segment de la collaboration d'entreprise. Vous avez les ERP, Oracle et SAP en tête, qui sont en train de se faire challenger par des acteurs qui viennent du cloud, par des solutions hyper disruptives comme Salesforce ou comme ServiceNow qui sont en train d'attaquer ce marché. Et d'un seul coup, la DSI redevient un créateur de valeur perçu par le dirigeant, le PDG, et la nature des projets sort du projet de pure rationalisation à du projet d'innovation et de révolution en profondeur du business de la boîte. Et voilà, moi je veux juste vous faire partager que ça faisait juste 15 ans que j'attendais ça, et aujourd'hui je suis très content de faire cette digitalisation d'entreprise, et en tant que CIO, je pense que vous avez une opportunité unique à saisir si vous arrivez à prendre ce virage du CIO qui fait de la rationalisation vers le CIO qui fait de la création de valeur. C'est le moment, et vous serez attendu là-dessus par votre direction générale. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.